Évoquer la Déclaration universelle 70 ans après, cela invite à se demander si les droits proclamés sont effectifs et surtout s'ils le sont pour tous. Et on est bien obligé de constater à cet égard que malgré une adhésion presque universelle au principe des droits de l'homme, de très nombreuses atteintes continuent à être portées à ces droits et surtout qu'à cet égard, il existe une fracture entre les pays du Nord et les pays du Sud et que nombreux sont ceux qui, n'ayant pas eu la chance de naître dans un pays libéré de la terreur et de la misère, pour reprendre cette belle formule de la déclaration, sont aujourd'hui les premières victimes des violations des droits de l'homme. Je voudrais, pour illustrer ce constat, évoquer plus spécialement deux dispositions de la déclaration qui paraissaient capitales au lendemain de la guerre et qui aujourd'hui sont largement privées d'effectivité. Alors c'est l'article 13-2, toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays, et l'article 14-1, devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Si l'on revient au texte même, ces articles tels qu'ils sont rédigés reflètent bien les contradictions d'un droit international asymétrique. D'un côté, on proclame l'universalité des droits de l'homme, mais de l'autre, on rappelle cette prérogative première des États souverains qui est la maîtrise de l'accès à leur territoire, n'est protégé que le droit de revenir dans son pays. Et cette prérogative ne cède pas lorsqu'est en cause le droit d'asile, puisque l'article 14 parle du droit pour la personne persécutée de fuir et de tenter de trouver refuge dans un autre pays, mais elle n'énonce pas, l'article 14 n'énonce pas d'obligation corrélative pour les États d'accorder l'asile aux fugitifs. Et donc la déclaration ne consacre pas un véritable droit à l'asile. Il faut aussi constater que contrairement à la plupart des autres droits consacrés par la déclaration, le droit d'asile n'a été prévu par aucun instrument contraignant, sinon la Convention de Caracas passée entre les pays d'Amérique latine. Le pacte de 1966 est muet sur la question, tout comme la Convention européenne des droits de l'homme. Reste bien entendu la Convention de Genève de 1951, mais elle non plus ne consacre pas de droit à l'asile. Elle n'oblige pas l'État à accueillir sur son territoire un réfugié, elle lui interdit seulement de le renvoyer vers le pays de persécution, c'est le fameux principe de non-refoulement. Et donc, le caractère inachevé de la protection accordée aux réfugiés par le droit international explique en partie que dans un contexte qui n'est plus celui de l'après-guerre et qui n'est plus non plus celui de la guerre froide, le droit d'asile apparaisse aujourd'hui comme de plus en plus menacé. Ce qu'il est convenu d'appeler la crise du droit d'asile, cependant, n'est pas seulement d'aujourd'hui. Cela remonte aux années 1990. Cette crise se manifeste à l'époque par une baisse considérable du taux de reconnaissance de la qualité de réfugié parce que les demandeurs d'asile désormais issus de pays du Sud sont systématiquement soupçonnés d'être de faux réfugiés qui fuient la misère et non pas la persécution. Mais le changement aujourd'hui, c'est que pour l'immense majorité des réfugiés, les obstacles se situent très en amont de la procédure de reconnaissance du statut en raison des dispositifs imaginés pour les empêcher d'arriver dans les pays où ils tentent de chercher refuge. L'exemple le plus extrême est celui de l'Australie, qui repose systématiquement les bateaux de réfugiés, et ceux-ci peuvent rester internés pendant des années dans des camps situés sur les îles du Pacifique. Mais la politique européenne d'asile, même si elle ne va pas jusqu'à cette extrémité, a bien elle aussi comme objectif de fermer les voies d'accès à l'Europe pour tous les migrants, sans excepter les demandeurs d'asile. On ferme d'abord les voies d'accès légales à l'Europe. Les visas sont délivrés au compte-gouttes aux ressortissants des pays du Sud et les compagnies aériennes, sous la menace de fortes sanctions financières, refusent d'embarquer ceux qui sont démunis de ce précieux visa. Les migrants n'ont alors pas d'autre choix que d'emprunter des voies illégales, au risque de leur intégrité physique et de leur vie, faisant au passage, rappelons-le, la fortune des passeurs et des trafiquants.
Pour repousser le plus loin possible le cordon sanitaire destiné à protéger l'Europe des flux de demandeurs d'asile, l'Union européenne fait pression sur les États tiers pour qu'ils rendent étanches leurs propres frontières et retiennent chez eux à la fois leurs nationaux et les migrants en transit, mais cette fois au mépris de l'article 13-2 qui proclame le droit de toute personne à quitter tout pays, y compris le sien. Le résultat, qu'est-ce que c'est? Le résultat, c'est que pendant qu'une toute petite proportion des personnes qui ont besoin de protection réussit à trouver refuge dans les pays prospères du Nord, des millions d'autres sont concentrés au Moyen-Orient, en Asie ou en Afrique, dans les pays les plus pauvres de la planète, le plus souvent dans des camps, placés, le cas échéant, sous la protection du HCR. Et donc, face à cette situation, pour conclure, il faut rappeler que même si la liberté de circulation transfrontière n'est pas garantie en tant que telle par le droit international, les États ne sauraient s'abriter derrière leur souveraineté pour justifier la violation de droits aussi fondamentaux que le droit à la vie ou à l'intégrité physique, le droit de ne pas être soumis à la torture, de ne pas être réduit en esclavage. Or, ces droits sont aujourd'hui quotidiennement violés avec l'aval, finalement, si on y pense, si on y réfléchit bien, des États européens qui ne font rien pour s'y opposer. Or, ces droits sont bien eux aussi proclamés par la Déclaration universelle, il ne faut pas l'oublier et il serait bon d'en tirer aujourd'hui toutes les conséquences.